Chapitre 15. Nos yeux ont contemplé de grandes merveilles. J'écris ceci au jour le jour, mais j'ai l'espoir qu'avant la fin de ce récit, le soleil aura chassé les nuages. Nous sommes piégés ici, sans aucun moyen pour assurer notre évasion, et nous rongeons notre frein tandis que l'amertume nous gagne. Pourtant, je peux très bien imaginer qu'un jour, nous serons heureux d'être restés malgré nous et d'avoir vu davantage de merveilles de cet étrange pays, ainsi que des créatures qui l'habitent. La victoire des Indiens et l'anéantissement des hommes-singes ont marqué le moment décisif où notre chance a tourné. À partir de là, nous étions devenus les vrais maîtres du plateau, car les indigènes nous regardaient avec un mélange de peur et de gratitude, puisque, grâce à nos pouvoirs mystérieux, nous les avions aidés à détruire leur ennemi héréditaire. Ne serait-ce que pour eux-mêmes, ils auraient sûrement été heureux que des êtres aussi redoutables et imprévisibles s'en aillent, mais ils n'ont suggéré aucun moyen qui nous permettrait d'atteindre les plaines d'en bas. Il y avait eu, d'après ce que nous avions compris de leurs signes, un tunnel qui menait au plateau, celui dont nous avions vu l'accès inférieur. Il ne faisait aucun doute que par ce chemin, à différentes époques, les hommes-singes et les Indiens avaient atteint le haut. Mapplewhite et son compagnon étaient passés par là. Cependant, l'année précédente, il y avait eu un terrible tremblement de terre, et la partie supérieure du tunnel s'était effondrée, coupant définitivement le passage. Jusqu'à présent, les Indiens se sont contentés de hocher la tête et de hausser les épaules à chaque fois que nous leur avons exprimé notre désir de descendre. Peut-être n'y a-t-il aucun moyen, mais il se pourrait qu'ils ne veulent pas en trouver un. Après la campagne victorieuse, ce qui restait du peuple des singes fut conduit à travers le plateau, avec d'horribles gémissements, et installé sous les cavernes des Indiens où, désormais, ils vivraient dans la servitude sous le regard vigilant de leur maître. La nuit, nous pouvions entendre leurs longues plaintes dans les arbres, comme si un Ézéchiel primitif pleurait la grandeur déchue et se souvenait des gloires passées de la ville des singes. Coupeurs de bois et porteurs d'eau, telle était maintenant leur destinée. 2 jours après la bataille, nous traversâmes à nouveau le plateau avec nos alliés, puis nous établîmes notre campement au pied de leur falaise. Ils nous proposèrent de partager leur caverne, mais Lord John ne le voulait sous aucun prétexte, considérant que nous serions à leur merci, au cas où ils seraient portés à nous trahir. Nous restâmes indépendants, et bien que nos armes fussent prêtes à toute éventualité, nous entretenions des relations très amicales. Aussi nous visitâmes fréquemment leurs impressionnantes cavernes, mais nous n'avons jamais pu déterminer si elles étaient d'origine humaine ou naturelle. Elles étaient toutes sur le même modèle, des cavités creusées dans une couche de roches tendres, situées entre le basalte des falaises rouges et le granit du soubassement. Les ouvertures étaient à près de 30 mètres du sol, et l'on y accédait par de longs escaliers de pierre, si étroits et si abrupts qu'aucun large animal n'aurait pu les gravir. À l'intérieur, l'air était sec et il y faisait bon. Elles s'enfonçaient tout droit sous la colline sur des distances plus ou moins longues, et leurs parois grises et lisses étaient décorées de peintures magnifiques. Réalisées avec des pointes de bois brûlées, elles représentaient divers animaux du plateau. Si tout ce qui vivait dans ce pays venait à disparaître, le futur explorateur trouverait sur les murs de ces cavernes de nombreux témoignages qu'une faune incroyable, dinosaures, iguanodons et poissons-lézards, avait vécu récemment sur Terre. Comme nous avions appris que les énormes iguanodons étaient élevés comme du bétail par leurs propriétaires et n'étaient après tout que des réserves de viande sur pattes, nous avions conçu que l'homme, même avec ses armes primitives, avait imposé sa domination au plateau. Nous découvrîmes bientôt que ce n'était pas le cas, et que la nature ne faisait que tolérer sa présence. Ce fut le 3e jour après avoir établi notre campement près des cavernes des Indiens que le drame arriva. Challenger et Summerlee étaient partis ensemble au lac où, sous leur direction, les indigènes chassaient les grands lézards à coups de harpon. Lord John et moi étions restés au campement, tandis qu'un certain nombre d'Indiens, disséminés sur la pente herbeuse devant les cavernes, s'occupaient à des tâches diverses. Tout à coup, il y eut un cri d'alarme strident, et le mot « Stoa » s'échappa de plusieurs centaines de gorges. De tous côtés, hommes, femmes et enfants se précipitèrent pour se mettre à l'abri, prenant les escaliers d'assaut et s'entassant dans les cavernes en un sauve-qui-peut général. Regardant en haut, nous vîmes qu'ils faisaient de grands gestes pour attirer notre attention et nous inviter à les rejoindre dans leur refuge. Nous prîmes tous deux nos carabines à répétition et nous courûmes voir quel était le danger. Soudain, un groupe de 12 ou 15 Indiens jaillirent en débandade de la lisière des arbres à proximité, avec sur leurs talons 2 monstres effrayants comme celui qui avait attaqué notre campement et l'autre qui m'avait pourchassé lors de mon excursion solitaire. Ils avaient la forme d'horribles crapauds et se déplaçaient par bonds, mais leur taille était gigantesque. Ils étaient bien plus gros que des éléphants. Auparavant, nous ne les avions vus que de nuit, et en fait c'étaient des animaux nocturnes.
sauf lorsqu'on venait les déranger dans leurs repères, ce qui était visiblement le cas. Nous étions là, saisis d'étonnement par ce spectacle, car leur peau marbrée et pustuleuse était iridescente comme les écailles d'un poisson, et chacun de leurs mouvements faisait chatoyer un motif arc-en-ciel sous les rayons du soleil. Nous eûmes cependant peu de temps pour les admirer, car en un instant, ils rattrapèrent les fugitifs et les massacrèrent sans pitié. Leur méthode consistait à bondir en avant et à retomber sur leurs victimes de tout leur poids, laissant derrière eux des cadavres broyés et aplatis, puis de bondir sur les suivants. Les pauvres diables d'Indiens hurlaient de terreur, et ils avaient beau courir, ils étaient sans défense devant l'acharnement et la force monstrueuse de ces créatures. Ils tombèrent les uns après les autres, et lorsque mon compagnon et moi-même accoururent leur prêter main forte, il n'en restait qu'une demi-douzaine. Mais notre aide ne servit qu'à attirer le même péril sur nous. Depuis notre position, à quelques centaines de mètres de distance, nous vidâmes nos chargeurs, tirant balle après balle sur les bêtes, mais sans plus d'effet que si nous les bombardions de... Leur métabolisme reptilien était insensible aux blessures, et leur fonction vitale, au lieu de dépendre d'un cerveau unique, était répartie le long de la moelle épinière, si bien que les armes modernes restaient sans effet. Nous arrivâmes tout juste à ralentir leur course en détournant leur attention avec les éclairs et les détonations de nos fusils, ce qui nous donna, ainsi qu'aux indigènes, assez de temps pour gagner les escaliers qui menaient aux cavernes. Mais là où les balles explosives du XXe siècle échouèrent, les flèches empoisonnées des indigènes firent merveille. Elles avaient été enduites d'un jus de strophanthus et trempées dans une charogne décomposée. Ces flèches ne sauvaient pas le chasseur qui attaquait la bête, car l'action du poison sur cette circulation sanguine léthargique était lente, et avant que la bête ne perde ses forces, elle pouvait rattraper et tuer son assaillant. Mais alors que les deux monstres étaient à nos trousses juste au bas des escaliers, une pluie de flèches siffla depuis les ouvertures dans la falaise. En 1 minute, les créatures hérissées d'empennage parurent recouvertes de plumes, et bien qu'elles ne donnassent aucun signe de souffrance, elles griffèrent et bavèrent de rage impuissante sur les marches qui menaient à leur proie, grimpant maladroitement quelques mètres, puis glissant à nouveau jusqu'au sol. Finalement, le poison fit son effet. L'une d'elles poussa un profond gargouillement sonore et laissa retomber son énorme tête plate sur le sol. L'autre faisait des bonds désordonnés en cercle en poussant des cris perçants, puis, s'allongeant par terre, elle se tordit d'agonie pendant quelques minutes avant de se raidir définitivement. Avec des cris de victoire, les Indiens descendirent en masse de leur caverne et ils exécutèrent une danse frénétique autour des cadavres, fous de joie que 2 de leurs plus dangereux ennemis aient été tués. Ce soir-là, ils découpèrent et emportèrent les corps, non pour les manger, car le poison était toujours actif, mais pour éloigner leur pestilence. Cependant, les cœurs des gigantesques reptiles restèrent là où ils étaient, chacun aussi large qu'un oreiller, et ils continuèrent de battre lentement et régulièrement, montant et descendant doucement, animés d'une horrible vie indépendante. C'est seulement au bout de 3 jours que le nerf moteur s'épuisa et que ces choses immondes s'immobilisèrent. Un jour, quand j'aurai un meilleur bureau qu'une boîte de viande en conserve et des outils plus efficaces qu'un bout de crayon usé et un carnet en loques, j'écrirai un article plus complet sur les Indiens à Kala, notre vie avec eux, et ce que nous avons pu voir des merveilles de la terre de Mapplewhite. En tout cas, la mémoire ne me fera jamais défaut, car aussi longtemps que je vivrai, chaque heure et chaque détail de cette période seront gravés dans mon esprit aussi profondément et aussi clairement que les premiers événements de l'enfance. Aucune nouvelle impression ne pourra effacer des souvenirs aussi marquants. Le moment venu, je décrirai ce merveilleux clair de lune sur le grand lac, quand un jeune ichthyosaure, une étrange créature mi-phoque mi-poisson, les yeux recouverts de plaques osseuses de part et d'autre de son museau et un troisième œil placé sur le dessus de la tête, fut pris dans le filet d'un Indien, et il faillit renverser notre canoë avant que nous le ramenions sur la rive. Cette même nuit, un grand serpent d'eau de couleur verte a jailli des roseaux et emporté dans ses anneaux l'homme qui conduisait le canoë de Challenger. Je vous parlerai aussi d'une grande créature blanche. Jusqu'à présent, nous ne savons pas s'il s'agissait d'un mammifère ou d'un reptile, qui vivait dans un marais infect à l'est du lac, et dont les allées et venues sillonnaient l'obscurité d'une pâle lueur phosphorescente. Les Indiens en avaient si peur qu'ils refusaient d'approcher de l'endroit, et bien que nous eussions fait 2 expéditions au cours desquelles nous l'aperçûmes à chaque fois, nous fûmes incapables de traverser le marais où elle vivait. Je peux seulement dire qu'elle paraissait plus grosse qu'une vache et dégageait une odeur musquée très étrange. Je vous parlerai aussi de l'énorme oiseau qui, un jour, a forcé Challenger à se réfugier sur des rochers. Un gros oiseau coureur, bien plus grand qu'une autruche, avec un bec de vautour et une tête si cruelle qu'on aurait dit la mort sur pattes. Tandis que Challenger se mettait à l'abri, un seul coup de bec sauvage de l'animal découpa le talon de sa botte comme l'aurait fait un ciseau. Cette fois-là au moins, nos armes modernes furent à la hauteur, et la grande créature,
haute de 4 mètres des pieds à la tête, un Phororhacus, d'après notre professeur essoufflé mais heureux, s'effondra devant le fusil de Lord Roxton dans une confusion de plumes ébouriffées et de membres agités, en le fixant froidement de ses 2 yeux jaunes étincelants. J'espère vivre assez longtemps pour voir ce sinistre crâne aplati accroché à sa place parmi les trophées de l'Albanie. Enfin, je parlerai sûrement du Toxodon, un cochon d'Inde géant de 3 mètres, aux dents tranchantes comme des rasoirs, que nous avons tué alors qu'il se désaltérait au bord du lac, dans le gris du matin. Un jour, j'écrirai bien davantage sur tout ceci, et j'évoquerai avec émotion ces merveilleux soirs d'été où, allongés dans les hautes herbes près de la forêt, sous un ciel d'un bleu profond, mes camarades et moi observions le vol d'oiseaux étranges, tandis que des créatures rampaient depuis leur terrier dans notre direction. Sous les branches des buissons chargés de fruits juteux, l'herbe était parsemée de petites fleurs multicolores. Je dépeindrai aussi nos longues nuits au clair de lune, sur la surface scintillante du grand lac, notre émerveillement devant les cercles sans fin que dessinait le plongeon d'un monstre fantastique, ou la lueur verdâtre d'une créature mystérieuse glissant dans les eaux profondes et obscures. Un jour, mon esprit et ma plume s'attarderont sur ces scènes. Mais alors, me direz-vous, à quoi bon d'autres aventures? Et pourquoi s'attarder quand vos camarades et vous auriez dû chercher nuit et jour un moyen de regagner le monde extérieur? Je vous répondrai que nous étions tous entièrement dévoués à cette tâche, mais sans aucun succès. Nous nous sommes vite rendus compte d'une chose. Les Indiens ne feraient rien pour nous aider. Pour tout le reste, ils étaient nos amis, on pourrait presque dire nos esclaves dévoués. Mais quand on leur suggérait de nous aider à fabriquer une planche et de la transporter pour établir un pont sur le gouffre, ou lorsque nous leur demandions de nous fournir des lanières de cuir ou des lianes pour tresser les cordes dont nous avions besoin, nous rencontrions un refus amusé mais définitif. Les yeux pétillants de malice, ils souriaient, faisaient non de la tête, et c'était tout. Même le vieux chef nous opposait un refus obstiné. Seul Maretas, le jeune que nous avions sauvé, nous regardait d'un air triste et nous faisait comprendre par gestes qu'il regrettait que nos souhaits fussent contrariés. Depuis leur ultime triomphe sur les hommes singes, ils nous considéraient comme des surhommes qui transportaient la victoire dans les tubes de nos armes étranges, et ils croyaient qu'aussi longtemps que nous resterions avec eux, la chance serait de leur côté. Une petite femme rouge et une caverne étaient offertes à chacun de nous, si nous voulions seulement oublier notre peuple et rester sur le plateau pour toujours. Jusque-là, tout s'était passé de façon amicale, même si c'était à l'encontre de nos désirs. Mais une chose était sûre, nos plans d'évasion devaient rester secrets, car nous avions toutes les raisons de craindre qu'en fin de compte, ils ne tentent de nous retenir par la force. En dépit du danger que représentaient les dinosaures, qui est faible, sauf la nuit, car comme je l'ai déjà dit, ce sont surtout des animaux nocturnes, 2 fois de suite, au cours des 3 dernières semaines, je retournai à notre ancien campement pour voir notre serviteur qui faisait patiemment le guet au bas de la falaise. Mes yeux scrutèrent la vaste plaine avec avidité, espérant voir l'aide pour laquelle nous avions prié. Mais les larges contreforts parsemés de cactus étaient désespérément vides, de la lisière des bambous jusqu'à l'horizon. « Ils vont venir bientôt maintenant, Monsieur Malone. Avant la fin de la semaine, l'Indien revient avec la corde et vous fait descendre !» s'écria notre merveilleux Zambo avec enthousiasme. J'eus une étrange expérience en revenant de cette seconde visite. J'avais quitté mes compagnons le temps d'une nuit, et je marchais le long de cette route que je connaissais si bien. J'atteignis un point situé à près de 2 kilomètres du marais des ptérodactyles, quand je vis un objet extraordinaire qui s'approchait de moi. Un homme se déplaçait à l'intérieur d'une structure faite de bambous pliés en forme de cloche, une sorte de cage qui l'entourait de toutes parts. Alors que je m'approchais, je fus encore plus étonné de voir qu'il s'agissait de Lord John Roxton. Quand il m'aperçut, il se glissa sous son étrange protection et vint me trouver en riant, l'air quelque peu embarrassé. « Eh bien, petit gars, dit-il, je ne m'attendais pas à vous voir là. »« Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ?» demandai-je. « Une visite de courtoisie à mes amis, les ptérodactyles, » fut sa réponse. « Dans quel but ?»« Ce sont des animaux intéressants, vous ne trouvez pas? Mais peu sociables. Ils font preuve de mauvaises manières avec les étrangers, vous vous souvenez? Alors, j'ai construit cette structure pour éviter de subir leur familiarité d'un peu trop près. »« Mais qu'est-ce que vous cherchez dans le marécage ?» Il me lança un regard inquisiteur et je pus lire une hésitation sur son visage. « Qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas que les professeurs qui veulent s'instruire ?» finit-il par dire. « J'étudie les mignons petits trésors. »
Ça répond à votre question? Pas de problème, répondis-je. Il retrouva sa bonne humeur et se mit à rire. C'est parfait, petit gars. Je vais aller chercher un gène volatile de l'enfer pour Challenger. C'est une des tâches que je dois accomplir. Non, je n'ai pas besoin de vous. Je suis à l'abri dans cette cage, pas vous. À plus tard. Je serai de retour au camp à la tombée de la nuit. Il tourna les talons et s'en alla à travers bois, protégé par son incroyable cage. Si le comportement de Lord John parut étrange à l'époque, celui de Challenger le fut bien plus encore. Je dois avouer qu'il paraissait éprouver une fascination extraordinaire pour les femmes indiennes, et qu'il portait une large branche de palmier avec laquelle il les chassait comme s'il avait affaire à des mouches quand elles le pressaient un peu trop de leurs attentions. De le voir marcher comme un sultan d'opérette, brandissant cet insigne de l'autorité suprême, sa barbe noire hérissée, pointée en avant, ses orteils en éventail et une procession d'indiennes qui le suivaient en écarquillant les yeux, légèrement vêtues de minces tissus en fibre d'écorce, est un des souvenirs les plus drôles que j'emporterai avec moi. Quant à Summerlee, il était absorbé dans la vie des insectes et des oiseaux du plateau, et passait le plus clair de son temps, sauf cette portion considérable consacrée à harceler Challenger pour ne pas nous sortir de nos difficultés, à préparer et naturaliser ces spécimens. Challenger avait pris l'habitude de marcher seul tous les matins et de revenir la plupart du temps avec cet air pompeux, solennel, de celui qui porte le poids d'une responsabilité écrasante sur ses épaules. Un jour, une branche de palmier dans la main et sa foule de dévots en adoration derrière lui, il nous conduisit jusqu'à son atelier secret et nous confia ses plans mystérieux. C'était une petite clairière au centre d'une palmeraie. Là se trouvait l'une de ces mares boueuses en ébullition que j'ai déjà décrites. Juste sur les bords se trouvait une quantité de lanières en peau d'iguanodon et une large membrane fripée qui s'avérait être l'estomac nettoyé et séché d'un grand poisson lézard du lac. L'une des extrémités de cet énorme sac était entièrement cousue, et l'autre extrémité était réduite à une mince ouverture. D'une part, plusieurs tiges de bambou étaient enfoncées dans cet orifice, et d'autre part, elles étaient reliées à des entonnoirs d'argile, lesquels recueillaient le gaz qui barbotait dans la boue et s'échappait de la surface du geyser. Bientôt, l'organe flasque gonfla peu à peu, et il donna des signes de vouloir s'élever, tant et si bien que Challenger attacha les lanières qui pendaient en dessous aux troncs les plus proches. Au bout d'une demi-heure, cela donna une poche de gaz de bonne taille, et les secousses et la tension qu'elle exerçait sur ses liens montraient qu'elle était capable d'un pouvoir ascensionnel considérable. Challenger, tel le repère en présence de son premier-né, se tenait là sans rien dire, souriant et rempli de suffisance, et il caressait sa barbe en contemplant fièrement sa création. Summerlee fut le premier à rompre le silence. « Vous n'avez quand même pas l'intention de nous faire monter dans cette chose, Challenger !» fit-il sur un ton acerbe. « J'ai l'intention, mon cher Summerlee, de vous faire une telle démonstration de sa puissance que, lorsque vous l'aurez vu, j'en suis sûr, vous n'hésiterez pas une seconde à l'essayer vous-même. »« Vous pouvez tout de suite renoncer à cette idée, » répliqua Summerlee. « Rien au monde ne me fera commettre une telle bêtise. Lord John, j'espère que vous n'allez pas soutenir cette folie. »« Sacrément ingénieux, je dirais, » fit notre compagnon. « J'aimerais bien voir comment ça marche. »« Oh, vous allez le voir, » dit Challenger. « Cela fait des jours que j'applique mon intelligence à la résolution de ce problème. Comment descendre de ces falaises ? Nous savons déjà que la paroi rocheuse est impraticable et qu'on ne peut emprunter aucun tunnel. De même, nous sommes incapables de construire le moindre pont qui pourrait nous ramener au piton rocheux par lequel nous sommes venus. Donc, par quels moyens pouvais-je nous transporter ? Il y a quelque temps, j'ai fait remarquer à notre jeune ami ici présent que le geyser recrachait de l'hydrogène pur. Par conséquent, l'idée du ballon était la suite logique. Il faut reconnaître que j'ai eu un peu de mal à trouver une enveloppe qui puisse contenir le gaz, mais à force d'observer les entrailles gigantesques de ces reptiles, la solution du problème s'est imposée à mon esprit. Et voyez le résultat. Une main accrochée au revers de sa veste en lambeaux, il tendit fièrement l'autre main devant lui. À ce moment-là, le sac de gaz avait gonflé jusqu'à prendre une forme plutôt sphérique et tirait fortement sur ses amarres. « C'est de la folie pure !» grogna Summerlee. Lord John était enchanté par l'idée. Il murmura à mon oreille. « Ce vieux bougre est malin, pas vrai ?» Puis à voix haute, à l'attention de Challenger. « Et pour la nacelle ?»« La nacelle est mon prochain objectif. J'ai déjà un plan pour la construire et l'attacher.
En attendant, je vais simplement vous montrer la capacité de l'appareil à supporter le poids de chacun d'entre nous. À coup sûr, il peut nous porter tous ensemble. Non, mon plan est de nous faire descendre chacun notre tour, comme avec un parachute, et le ballon sera remonté par des moyens que je dois encore perfectionner. S'il supporte le poids d'une personne et lui permet d'atterrir en douceur, il aura accompli tout ce qu'on lui demande. Je vais maintenant vous montrer ce dont il est capable dans ce domaine. Il apporta un morceau de basalte d'une taille considérable. Sa forme était telle qu'on pouvait facilement attacher une corde en son centre. C'était la corde que nous avions utilisée pour escalader le piton rocheux. Nous l'avions emportée sur le plateau. Elle faisait plus de 35 mètres de long, et malgré sa finesse, elle était très résistante. Challenger avait préparé une sorte de harnais en cuir constitué de plusieurs bandes. Ce harnais fut placé sur le dôme du ballon, et les lanières furent attachées en dessous, si bien que la pression exercée par n'importe quelle charge serait répartie sur une importante surface. Puis le bloc de basalte fut accroché aux lanières, tout comme la corde qui pendait, et que le professeur enroula 3 fois autour de son bras. « Je vais maintenant, » dit Challenger avec un sourire de satisfaction anticipée, « démontrer la puissance ascensionnelle de mon ballon. » Ayant dit cela, il se servit d'un couteau pour couper les amarres qui le retenaient. Jamais notre expédition ne frôla autant le désastre. La membrane dilatée décolla dans les airs avec une rapidité effrayante. En un instant, les pieds de Challenger quittèrent le sol et il partit dans les airs. À peine avais-je réussi à m'accrocher à lui, les bras noués autour de sa taille, qu'à mon tour je m'envolais. Lord John attrapa mes jambes dans l'étau de ses bras, mais je sentis qu'il montait avec nous. Pendant un moment, j'eus la vision de 4 aventuriers suspendus comme un chapelet de saucisses au-dessus de la terre qu'ils avaient explorée. Mais heureusement, il y avait des limites à la tension que la corde pouvait supporter, même s'il n'y en avait aucune à la force de traction de cette machine infernale. Il y eut un craquement sonore, et nous nous retrouvâmes à terre, entassés les uns sur les autres dans un enchevêtrement de cordes. Lorsque nous fûmes capables de nous relever en titubant, nous aperçûmes, haut dans le ciel bleu, une tache sombre qui rétrécissait à vue d'œil. Le bloc de basalte poursuivait sa course folle. « Splendide !» s'écria l'infatigable Challenger en frictionnant son bras contusionné. « Voilà une démonstration aussi complète que satisfaisante. Je ne m'attendais pas à un tel succès. D'ici une semaine, gentlemen, je vous promets qu'un second ballon sera mis au point et que vous pourrez accomplir en toute sécurité et dans le plus grand confort la première partie de votre voyage vers l'Angleterre. » Jusqu'à présent, j'ai écrit chaque événement dans l'ordre où il s'est produit. Je suis actuellement en train de finir mon récit à l'ancien campement, celui-là même où Zambo nous a attendus si longtemps, et nos ennuis, tout comme les dangers que nous avons affrontés, ne sont plus qu'un mauvais rêve. Nous les avons laissés derrière nous, au sommet de ces immenses falaises qui surplombent nos têtes. Nous sommes descendus tant bien que mal, quoique d'une façon plutôt inattendue, et nous sommes sains et saufs. Dans 6 semaines ou peut-être 2 mois, nous serons à Londres, et il est possible que cette lettre ne vous parvienne pas avant que nous soyons arrivés. Déjà, nos cœurs soupirent après la cité mère, et nos esprits s'envolent vers tout ce qui nous est cher. Ce fut le soir, le même jour de notre périlleuse aventure avec le ballon artisanal de Challenger, que notre chance tourna. J'ai déjà dit que l'unique personne à faire preuve de sympathie envers notre volonté de partir était le jeune chef que nous avions sauvé. Lui seul ne désirait pas nous retenir dans cet étrange pays contre notre volonté. Il nous l'avait fait comprendre dans son langage de signes si expressif. Ce soir-là, après le coucher du soleil, il vint à notre petit campement. Pour une raison quelconque, il me portait davantage d'intérêt qu'aux autres, peut-être parce que j'étais le plus proche de son âge. Il me tendit un petit rouleau d'écorce, puis désignant la rangée de cavernes au-dessus de lui, il mit son doigt sur ses lèvres en signe de secret, et il s'éclipsa pour rejoindre les siens. J'apportai la feuille d'écorce près de la lueur du feu, et nous l'examinâmes tous ensemble. C'était un carré de 30 centimètres de côté, et sur son bord supérieur, il y avait un agencement de lignes singulier que je reproduis sur cette page. Elles étaient tracées nettement avec du charbon de bois sur la surface claire, et d'emblée, elles me firent penser à une sorte de grossière partition musicale. Quoi que cela puisse être, je jurerais que c'est important pour nous, dis-je. Je l'ai vu sur son visage quand il me l'a donné. À moins que nous soyons tombés sur un farceur primitif, suggéra Summerlee, ce que je considérerais comme un des premiers signes d'évolution chez l'homme.
C'est visiblement une sorte d'écriture, dit Challenger. Ça ressemble à un rébus, fit remarquer Lord John en étirant son cou pour mieux y voir. Et tout à coup, il tendit la main et prit le rébus. « Bon Dieu !» s'écria-t-il. « Je crois savoir ce que c'est. Le gamin avait raison depuis le début. Regardez-là. Combien de marques voyez-vous sur le papier ? 18. Eh bien, figurez-vous qu'il y a 18 entrées de cavernes sur cette paroi juste au-dessus de nous. » Il m'a montré les cavernes lorsqu'il me l'a donné, dis-je. Bon, voilà une affaire réglée. C'est une carte des cavernes. Mais oui, 18 dans le même alignement, certaines plus profondes que d'autres, certaines avec des embranchements comme celles que nous avons visitées. C'est une carte. Et il y a une croix. Que signifie cette croix ? Elle est mise là pour désigner une caverne plus profonde que les autres. Une qui traverse la barrière rocheuse, m'écriai-je. Je crois que notre jeune ami a déchiffré l'énigme, dit Challenger. Si la caverne ne conduit pas de l'autre côté, je ne comprends pas pourquoi cette personne, qui a toutes les raisons de nous vouloir du bien, aurait attiré notre attention sur celle-ci en particulier. Mais si elle traverse et conduit au point correspondant de l'autre côté, il ne devrait pas nous rester plus de 30 mètres à descendre. 30 mètres, grommela Summerlee. Et alors notre corde fait plus de 30 mètres de long, m'écriai-je. Je suis sûr que nous pourrons descendre. Et qu'est-ce que vous faites des Indiens dans la caverne ? Objecta Summerlee. Il n'y a pas d'Indiens dans les cavernes que vous voyez au-dessus de vous, dis-je. Elles servent de grange ou d'entrepôt. Pourquoi ne pas y aller tout de suite, ne serait-ce que pour jeter un coup d'œil ? Il y a sur le plateau un bois bitumineux et sec, une espèce d'araucaria d'après notre botaniste, que les Indiens utilisent constamment en guise de torche. Chacun de nous en prit un fagot, et nous gravîmes les marches recouvertes de mauvaises herbes jusqu'à la caverne précise qui était marquée sur le dessin. Comme je l'ai déjà dit, elle était vide, à l'exception d'un certain nombre de grosses chauves-souris qui battirent des ailes autour de nos têtes durant notre progression. Comme nous ne voulions pas que les Indiens remarquent nos activités, nous trébuchâmes dans le noir jusqu'à ce que nous ayons franchi plusieurs tournants et parcouru la caverne sur une bonne profondeur. Puis nous pûmes allumer nos torches. C'était un magnifique tunnel, parfaitement sec, dont les murs en pierre grise et lisse étaient recouverts de symboles indigènes. Au-dessus de nous, le toit s'incurvait en une voûte régulière, et nos pieds s'enfonçaient dans du sable gris clair. Impatients, nous marchions rapidement lorsque, poussant un cri d'amère déception, nous fûmes arrêtés net. Une paroi rocheuse verticale se dressait devant nous, sans même une fissure par laquelle une souris aurait pu se glisser. Il était impossible de s'évader par là. Le cœur rempli d'amertume, nous restâmes plantés devant cet obstacle inattendu qui ne devait son existence à aucun bouleversement géologique, comme dans le cas du tunnel ascendant. Le mur du fond était identique aux parois latérales. C'était depuis toujours un cul-de-sac. « Qu'importe, mes amis, fit l'indomptable Challenger. Vous pouvez compter sur moi pour le ballon. » Summerlee poussa un grognement. « Se pourrait-il que nous soyons dans la mauvaise caverne ?» hasardai-je. « Aucune chance, petit gars, » dit Lord John en posant son doigt sur la carte. « La 17e en partant de la droite et la 2e sur la gauche. C'est la caverne indiquée, ça ne fait aucun doute. » Je regardai le signe qu'il désignait du doigt et je poussai un cri de joie. « Je crois que j'ai trouvé. Suivez-moi, suivez-moi !» Je me précipitai dans le passage que nous avions emprunté, ma torche à la main. « Ici, dis-je, en montrant des allumettes sur le sol. C'est l'endroit où nous avons allumé les torches. »« Exactement. »« Eh bien, il y a un embranchement sur le dessin, et dans le noir, nous avons dépassé la bifurcation avant d'avoir de la lumière. Si nous retournons en arrière, nous devrions trouver un autre prolongement sur la droite. » Ce fut comme je l'avais dit. Nous n'avions pas fait 30 mètres qu'une ouverture, large et sombre, apparut dans la paroi rocheuse. Nous prîmes ce passage qui était bien plus large que l'autre. Nous courûmes à perdre haleine dans le tunnel sur plusieurs centaines de mètres, tellement nous étions impatients. Puis tout à coup, sous la voûte obscure qui s'étendait devant nous, nous aperçûmes un rayonnement de lumière rouge sombre. Nous étions pétrifiés. Un rempart de flammes totalement impénétrable se dressait devant nous et barrait le chemin. Nous courûmes vers lui. Aucun son, aucune chaleur, pas le moindre mouvement, et pourtant, ce grand rideau de lumière luisait devant nous et faisait scintiller la caverne de 1000 feux, comme si la roche était couverte de pierres précieuses. Nous avançâmes encore, et alors, nous vîmes que cet obstacle de feu était rond. « Mon Dieu !» s'écria Lord John. « C'est la lune! Nous sommes libres, les gars! Nous sommes libres !» C'était bien la pleine lune dont le globe lumineux remplissait l'ouverture qui donnait sur la pique de la falaise. C'était une petite crevasse,
pas plus grande qu'une fenêtre, mais elle suffisait à nos besoins. En passant la tête à travers l'orifice, nous pûmes voir que la descente ne serait pas trop difficile, et la distance jusqu'au sol n'était pas très grande. Rien d'étonnant à ce que l'ouverture ait échappé à nos regards lorsque nous étions en bas, car la falaise était en surplomb, et une ascension à cet endroit aurait paru invraisemblable. Content de savoir que notre corde était assez longue pour permettre de descendre, nous retournâmes tout heureux au campement, afin de nous préparer pour la nuit suivante. Nous fîmes ce qu'il fallait, rapidement et en secret, car même à cette heure tardive, les Indiens pouvaient encore nous retenir. Nous abandonnerions nos affaires et provisions, à l'exception des fusils et des cartouches. Mais Challenger tenait absolument à emporter un chargement encombrant, surtout un certain paquet dont je ne dois pas parler, qui nécessita plus de labeur que tout le reste. La journée passa lentement, mais lorsque la nuit tomba, nous étions prêts pour le départ. Monter nos affaires en haut des marches fut un travail harassant. Avec un dernier regard, nous contemplâmes cette terre étrange qui, j'en ai bien peur, deviendra bientôt la proie du chasseur et du prospecteur. Mais pour chacun d'entre nous, elle restera une terre de rêve, remplie de charme et de poésie, une terre où nous avons bravé tant de périls, vécu tant de souffrances et appris tant de choses. Notre terre, comme nous continuerons de l'appeler avec tendresse. À notre gauche, dans les cavernes voisines, les feux nimbaient l'obscurité de leur rougeoiement. Depuis la pente qui s'étendait sous nos pieds, s'élevaient les rires et les chants des Indiens. Au-delà, s'étiraient les étendues boisées jusqu'au centre du plateau où, miroitant faiblement dans la nuit, se trouvait le grand lac, berceau de cette faune étrange et monstrueuse. Alors même que nous regardions ce spectacle, un hennissement aigu, l'appel d'un étrange animal, retentit clairement dans la nuit. Pour nous, c'était la voix même de la terre de Maple White qui nous disait adieu. Nous lui tournâmes le dos pour nous enfoncer dans la caverne. Il était temps de rentrer chez nous. 2 heures plus tard, nous étions au pied de la falaise avec nos maigres possessions. Il n'y eut pas de grosses difficultés, mis à part le bagage de Challenger. Laissant tout sur place à l'endroit où nous étions descendus, nous prîmes la direction du campement de Zambo. Nous l'atteignimes aux premières lueurs de l'aube, pour découvrir à notre plus grande stupéfaction non pas un feu dans la plaine, mais 12. L'équipe de sauvetage était arrivée. Ils étaient 12 Indiens du fleuve, avec des poteaux, des cordes, et tout ce qui aurait pu servir à traverser le gouffre. En tout cas, demain, nous n'aurons pas de mal à transporter nos affaires lorsque nous prendrons le chemin du retour vers l'Amazone. Et c'est ainsi que, le cœur rempli d'humilité et de gratitude, je termine ce récit. Nos yeux ont contemplé de grandes merveilles, et nos âmes ont gagné en sagesse à travers les épreuves. Chacun de nous, à sa façon, est un homme meilleur, plus tolérant. Lorsque nous arriverons à Para, nous nous arrêterons sûrement pour renouveler notre équipement. Dans ce cas, cette lettre nous précédera. Sinon, elle atteindra Londres le jour même de notre arrivée. Quoi qu'il en soit, mon cher Mr. McArdle, j'espère pouvoir vous serrer la main très bientôt.